Bonjour, je suis Emmanuel Bouteille, je suis le cofondateur et co-gérant des éditions Achilleos qui ont été créées en 2003, en janvier 2003, par moi-même et mon associé Richard Saint-Martin. La maison a été créée donc en 2003 à Paris et on est installé à Bordeaux depuis 2008. Achilleos, c'est une maison d'édition essentiellement de bande dessinée, mais dont le catalogue s'est largement développé dans d'autres secteurs depuis bientôt 20 ans. Ça résulte du fait que la ligne éditoriale, s'il y en a une, c'est celle d'un éclectisme volontaire. C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, on a toujours voulu publier des choses qui plaisent au plus large public possible, de la même manière que la plupart des gens dans leur bibliothèque ont des choses très différentes. J'avais pas envie de m'enfermer dans un genre ou un style d'ouvrage. Donc au départ, on a choisi de publier d'abord des traductions parce que c'était des choses qu'on avait envie de faire découvrir, notamment du comics et des auteurs allemands qui n'étaient pas publiés en France. Donc à l'époque où, par exemple, en ce qui concerne le comics, il y avait essentiellement, c'était encore beaucoup de la presse et c'était quasi exclusivement du Marvel et un peu de DC. Bon, aujourd'hui, on voit que l'offre du comics est beaucoup plus large et je pense qu'on a participé à cet élargissement. Donc on a publié des titres comme L'Âge de Bronze ou Courtney Crumrin qui ont été des succès et qui ont dépassé le simple cadre des fans de comics purs et durs. Donc on a publié des traductions, mais progressivement on a fait aussi de la création, puisque à partir du moment où on a publié des livres, des auteurs sont venus spontanément nous proposer leurs projets. Donc parmi les titres phares, la série Bloc 109 des auteurs Ronan Toulouat et Vincent Brujas, la série Apocalypse à Carson City de Guillaume Griffon, Héraclès de Édouard Court, et d'autres encore que j'oublie, ils me pardonneront. L'idée étant de faire découvrir des nouveaux auteurs du monde entier, en fait. Donc on peut faire aussi de la création avec des auteurs étrangers, mexicains, belges, allemands, serbes. Enfin, on a vraiment des auteurs qu'on publie dans le monde entier. Et c'est cette volonté d'éclectisme qui fait un peu notre particularité. On a aussi développé la bande dessinée jeunesse, on a développé une collection de beaux livres sur le cinéma, voilà, et même plus récemment du jeu de rôle. Donc c'est la volonté de ne pas s'enfermer dans un genre. Achilleos publie environ 25 titres par an. C'est un rythme qu'on tient depuis quelques années et qui nous convient bien. On a eu également la chance d'obtenir 2 prix à Angoulême au cours de notre histoire. En 2013, nous avons eu le prix du jury avec le Nautbrand de Glyn Dillon. Et en 2019, le prix de la meilleure BD jeunesse avec Le Prince et la Couturière de Jen Wang. Un très beau récit sur la recherche d'identité qui a eu un très grand succès et qui continue à en avoir. Et que nous allons bientôt rééditer. Donc nous allons publier le 4e tome de la série Le Roi des Ribauds au printemps. Cette série de thrillers historiques développée par Ronan Toulouat et Vincent Brujas se déroule dans le Paris de la fin du XIIe siècle. Et l'idée des auteurs, c'était de faire un thriller à la The Shield dans l'univers du Paris médiéval. Donc après un premier cycle en 3 parties, publié de 2015 à 2017, on avait toujours dans l'idée de faire un nouveau cycle qui sera en 2 parties. Donc c'est chose faite, il est en train de terminer les toutes dernières planches, mais ce sera publié vers la fin du printemps de cette année. Là, on est vraiment dans l'univers de l'aventure historique, à la fois avec une grande rigueur sur la recherche qu'ont pu faire les auteurs et notamment le scénariste sur les personnages, sur le cadre même architectural, et un grand travail de l'artiste aussi qui pour la première fois a travaillé entièrement à la main et sans aide numérique
sur les créations de décors. Les personnages sont beaucoup de personnages authentiques, puisque le roi des Ribauds était un vrai personnage, c'était l'exécuteur des bases œuvres du roi, c'était un peu le parrain de la pègre qui exécutait certaines missions pour le roi qu'il ne fallait pas trop rendre publiques. On y retrouve Richard Cœur du Lion, on y retrouve le roi de France, donc il y a tout un certain nombre de personnages réels et une histoire de fiction autour de tout ça, très dynamique et très enlevée. Voilà, donc c'était vraiment un très très beau succès et le public en demandait toujours plus et tout aussi, donc on est content que les auteurs nous proposent 2 nouveaux albums, dont un très bientôt. Dans le cadre de suites aussi de séries existantes, j'ai choisi de vous parler de Stand Still, Stay Silent de l'autrice finlandaise Minna Sundberg. Ça, c'est aussi l'exemple d'un projet au long cours, puisque en fait, cette BD est publiée en ligne depuis plus de 6 ans, je crois. L'autrice publie à peu près une planche par jour, 5 planches par semaine depuis ce moment-là. Donc c'est un rythme très très soutenu. C'est un projet qui avait vraiment attiré notre attention sur le net. On a eu un peu de mal à rentrer en contact avec elle, mais on avait vraiment vraiment envie de le faire. Et quand on a vu qu'elle avait commencé à le publier en livre, en anglais et en finlandais, on a réussi à finir par entrer en contact avec elle et lui proposer de faire l'édition française. Donc on a sorti pratiquement en même temps le tome 2 que quand elle l'a sorti. Et là on en a sorti 3, et là il y a le tome 4 qui va sortir probablement fin du printemps, début de l'été. Une série qui est probablement prévue en 6 tomes. Voilà, alors l'histoire, c'est l'histoire de ce groupe de jeunes adultes, jeunes adolescents. En fait, on est dans un monde qui a été frappé par un virus. Donc évidemment, c'est le genre de truc qui arrivera jamais, mais bon, on fait comme si le monde est frappé par un virus, et ça se passe dans les pays scandinaves. Et au tout début de l'histoire, il y a un prologue assez long qui montre que l'Islande décide de fermer ses frontières pour éviter d'être contaminée. Et on voit tout ce qui se passe un peu dans les pays scandinaves, donc le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Islande. Mais globalement, c'est un phénomène de repli de tout le monde pour éviter d'être contaminé. Et on fait ça c'est l'introduction, et on fait un saut dans le temps 80 ans plus tard, où on retrouve ces jeunes personnages qui, eux, donc, n'ont jamais connu que le monde de leur île fermé complètement. Et ils décident, les personnages décident d'aller explorer le monde pour voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est devenu. Donc c'est un récit à la fois initiatique de personnages qui découvrent le monde et qui se découvrent même par la même occasion dans ce cadre post-apocalyptique qui mélange aussi des légendes scandinaves, puisque l'autrice évidemment étant elle-même scandinave, il y a tout un propos sur des créatures mythologiques et en même temps des vestiges de notre société moderne. Donc c'est un mélange assez habile et très réussi. Il y a aussi tout un propos sur les langues, ce qui est assez intéressant parce que les personnages scandinaves se comprennent entre eux, mais pas tous. Certaines comprennent le danois peut comprendre le suédois, mais pas le norvégien, et inversement. C'est pas... Donc il y a de la documentation aussi sur les langues, sur les mythologies nordiques. Il y a des cartes. C'est vraiment très, très foisonnant, pour employer un terme à la mode. Et il y a un très très beau travail graphique aussi sur l'ambiance d'un monde à la fois dévasté mais où la vie renaît. Voilà, donc c'est une autrice auquel on est très attaché. On a aussi publié son premier ouvrage qui était Un rêve de renard, qui était sa première BD. Et on continue à la suivre. On va publier également en 2022 d'autres ouvrages. Alors on est toujours en Scandinavie. C'est pour montrer un peu le côté versatile de ce qu'on publie, puisque là on n'est pas dans la BD à proprement parler, mais plutôt dans le texte illustré. Donc Simon Stålenhag, c'est un illustrateur suédois qui a publié, qui s'est fait connaître par ses peintures numériques,
qui mélangeait la technologie et des paysages de son pays. Donc un univers assez incroyable, qui a connu beaucoup de succès et qu'il a développé avec ses livres où il a inventé une histoire autour de ces images. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'image lui est venue d'abord, les thématiques lui sont venues d'abord, et il s'est dit, tiens, pourquoi pas inventer une histoire autour de ça, il y a quelque chose à faire. Et ça a eu aussi pas mal de succès, puisque ça a été développé en série télé sur Amazon. Il y a eu une saison de Tales from the Loop, puisque c'est censé se passer c'est une sorte d'Uchronie, ça se passe dans les années 80, dans un monde où on a inventé l'énergie, la propulsion magnétique, et il y a cette espèce, le loop, c'est la boucle, c'est une espèce de super accélérateur de particules qui est construit sous le sol et qui crée des phénomènes un peu bizarres, notamment des déplacements temporels. Donc il y a une idée fantastique. Le tout dans un cadre où des jeunes enfants ou jeunes adolescents sont confrontés à ça. Donc c'est très dans l'esprit Stranger Things, un peu nostalgie, années 80, à la Goonies aussi, etc. Il a développé cette série, il en a fait un autre qui s'appelle Things from the Flood, qui se passe dans les années 90, et normalement il y en aura un troisième sur les années 2000 qui n'est pas encore sorti. Mais donc on a sorti les 2 premiers dans cet univers, et on va sortir cette année The Electric State, qui est un autre ouvrage d'illustration sur lequel il a développé une histoire. Voilà, c'est pour montrer un peu qu'on s'intéresse à tout ce qui articule le texte et l'image, et pas de manière systématique, BD, mais on fait des recueils de dessins, des artbooks narratifs comme ça, etc. On fait aussi pas mal de jeunesse avec Reina Telgemeier, qui est l'autrice la plus vendue aux États-Unis, l'autrice de BD qui vend le plus de BD aux États-Unis, loin devant les super-héros, même devant Walking Dead. C'est des ouvrages très grand public sur des tranches de vie où elle raconte ses expériences d'adolescente, et ça a touché un très très large public aux États-Unis et aussi en France maintenant. Voilà, donc on fait aussi de la BD de patrimoine, comme par exemple les rééditions des EC Comics, les Tales from the Crypt ou Weird Science, qui sont des ouvrages fondamentaux du patrimoine mondial de la BD. Donc ça aussi, c'est un aspect qui nous intéresse beaucoup. Voilà, j'essaie de retrouver dans notre ligne éditoriale tous les ouvrages que j'ai envie de lire et de faire découvrir au public. Et c'est un peu notre objectif, que j'espère on réussit.